Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Edgar Roth, protocole spécialiste chez Kin. Salut Edgar. Salut Gary. Merci pour ta venue. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, à savoir le risk-taking. C'est un sujet assez vaste, nouveau. Pour cela, on va vraiment introduire pas mal de concepts. Déjà, on va expliquer ce que c'est le stacking, le liquid stacking, et donc c'est quoi le risk-taking et quelle est la proposition d'Eigenlayer. Quelle perspective ça nous offre dans l'écosystème Ethereum. Déjà, pour commencer, Edgar, est-ce que tu peux te présenter et présenter Kind? Ouais, moi c'est Gard, donc comme tu l'as dit, je suis protocole spécialiste chez Kivn. Moi j'ai commencé la crypto en 2016, je suis passé d'un trajet un peu retail, un peu FOMO à j'ai fini par travailler dans le secteur à la fin de mes études. Et puis protocole spécialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un peu bizarre. En fait, mon job, c'est de prioriser les protocoles qu'on va supporter sur la roadmap. Donc, on est une boîte de staking. Donc, c'est décider en gros quels sont les prochains protocoles où on va supporter le staking. Et ça inclut aussi, du coup, les protocoles de liquid staking un peu, même si je suis pas le seul à travailler dessus. Et notamment les protocoles comme Eigenlayer. Bah, commençons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le staking? Et donc là, on va vraiment être focus sur l'écosystème, bien sûr, Ethereum. Ok. Bah, le staking en général, enfin, le concept s'applique à toutes les blockchains qui ont un format de consensus qui touche au proof of stake. Et en fait, c'est tout simplement le fait voilà, dans le proof of work, en fait, on utilise en fait la sécurité de la puissance de calcul en fait des mineurs. Donc, il y a un coût économique en fait à pouvoir potentiellement proposer un bloc sur Bitcoin. Donc, si on agit mal, on pourra pas proposer de bloc. Donc, il y a une espèce de sunk cost, un espèce de coût qui va être appliqué aux mineurs. Et donc, s'ils sont pas capables de générer du revenu, eh ben, ça peut être très pénalisant. Et en fait, sur Ethereum et sur les autres blockchains proof of stake, ce coût, en fait, il va être généré en fait pas forcément par on va dire le coût de faire tourner l'infrastructure et voilà la puissance de calcul, mais plus par en fait le coût économique de mal agir sur le réseau. Donc typiquement, si toi tu fais tourner un validateur sur Ethereum et que tu décides de faire une offense stashable pour le protocole Ethereum, et ben en fait on va te prendre un peu de tes Ethers. Et ça va être ça C'est ce le qu'on coût appelle d'ailleurs le économique. flashing. C'est ce qu'on appelle le slashing. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, pour parler donc du concept de validateur, c'est le fait en fait de rassembler des Ethers ou un token en particulier, le token de la blockchain, pour justement authentifier, on va dire, valider des transactions. Par rapport à une fois qu'on a dit ce que c'était le stacking, peut-être est-ce que tu peux expliquer quelle est peut-être la problématique qu'on a sur le réseau Ethereum? Alors, c'est pas une problématique, mais en tout cas, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on a 32 Ethers aujourd'hui pour, à minima, pour créer un nœud. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que c'est une problématique? C'est le protocole qui a été conçu comme ça. La raison pour laquelle on peut pas faire un validateur à 0,1 Ether, c'est parce que du coup, ça ferait juste trop de validateurs et donc du coup, ce serait trop lourd pour le réseau à supporter. Et aussi, voilà, enfin, c'est comme ça que le protocole a été designé. Il y a aussi d'autres protocoles, par exemple, comme dans l'écosystème Cosmos, qui font ce qu'on appelle du DPoS, du Delegated Proof of Stake. Du coup, là, il va y avoir genre un validateur auquel on va pouvoir déléguer genre un nombre plus ou moins infini de tokens. C'est toujours un peu fini parce qu'il y a le protocole fait en sorte qu'on ne puisse pas tout mettre sur un validateur. Mais voilà, c'est le choix qu'a fait Ethereum pour être plus décentralisé, donc le système de pure proof of stake, avec du coup des validateurs avec des validateurs avec des nombres de tokens définis, et du coup un peu obligé de mettre un gros nombre d'Ethereum par validateur, sinon il y en aurait trop, que ce serait trop lourd pour le réseau. Voilà. Et d'ailleurs, on rappelle que 32 Ethers aujourd'hui, l'Ether a pas mal pumpé, c'est plus de 5 000 $. Et donc, il y a une autre solution qui s'appelle le liquid staking. Je te laisse peut-être l'introduire. Ouais, alors il y a pas que le liquid staking est une solution, mais il y en a d'autres. En fait, globalement, les autres solutions, c'est des solutions de liquide, de staking poolé, en fait. Donc, ça veut dire Oui. que on va rassembler plein de gens avec plein d'Ethers ensemble,
Et quand ça va faire 32 Ethers, on va lancer un validateur. Donc, on va utiliser des smart contracts pour faire ça. Et c'est juste que parfois, ces solutions, elles peuvent prendre une forme de liquid staking token. Donc, après, on a un token qui est liquide, qui représente en fait une part d'un validateur qui tourne en fait grâce à un protocole de liquid staking, le plus connu étant Lido. Mais par exemple, Kiln a sorti un produit en fait qui permet de faire la même chose, mais sans liquid staking token, donc en enlevant, on va dire, un peu de surface d'attaque en moins, et en permettant de faire ça de façon moins partagée avec d'autres utilisateurs d'un même wallet, par exemple. Et donc, par exemple, il y a une pool sur Ledger Live où tout le monde peut envoyer de l'Ether à partir de... Voilà, il n'y a pas forcément de minimum. Je crois que peut-être le minimum, c'était sur Ledger Live, ça doit être 0,1 Ether. Et voilà, et commencer à gagner des rewards. Alors d'ailleurs, je me posais la question par rapport à ce système, parce qu'a priori, il est très cool, hein, c'est-à-dire que tu mets pas tes Ethers en custody sur une plateforme type Coinbase, Binance, qui est centralisée, tu gardes tes Ethers sur ton ledger, mais est-ce que, entre guillemets, tu gardes le contrôle, enfin, ces Ethers peuvent quand même être slashés si le nœud ne respecte pas les règles, essaie de tricher, entre guillemets, lors de la validation de transactions sur le protocole Ethereum. Alors oui, absolument. Enfin, dans toutes les solutions de staking poolé, qu'il soit liquide ou non, le validateur sur la beacon chain, donc sur la chaîne où va se passer le consensus, si ce validateur-là, il agit mal, il va être slashé. Après, tout le monde va être slashé en fait en prorata de ce qu'il a mis dans le validateur. Mais par contre, vous ne pourriez pas partir avec la caisse, entre guillemets. Il y a des règles dans le smart contract. Non, en général, en fait, même quand n'importe quel type de staking, c'est possible aujourd'hui de faire du non-custodial staking. Donc, en fait, nous, tout ce qui nous intéresse, ça va être la clé de validation. Donc, la clé de validation, ça va être, en fait, voilà, dans un validateur, il y a deux clés. Il y a la clé d'exit, la clé de sortie, et il y a la clé de validation. La clé de validation, c'est ce qui permet de proposer des blocs, d'attester, de faire tourner la partie consensus. Donc vraiment le cœur du métier. Après la clé d'exit, en fait, c'est ce qui permet en fait de retirer les fonds. Et c'est la clé d'exit, c'est aussi elle qui contrôle le withdraw credential. Donc en fait là où l'adresse où va atterrir les fonds quand ils vont être retirés. Donc c'est ça qui est le plus important pour le staker. Ça marche. Par rapport au liquid staking, ce qui est cool, donc, c'est qu'il y a la partie liquidité dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que sur Ethereum, quand tu stacks tes Ethers, ils sont bloqués à un certain nombre de jours. Je ne sais plus, c'est 21. En fait, ça dépend. Il y a un site, si vous tapez sur Google Validator Queue, Ethereum, il y a un site qui publie cette information-là, et en fait, ça change en fonction du débit entrant et du débit sortant. Le temps d'entrée et le temps de sortie peuvent varier, en fait. Ok. Alors, ce qui est cool, en tout cas, avec le liquid staking, c'est que tu peux sortir tes Ethers quand tu en as envie. Parce qu'en fait, c'est un jeton qui représente ta participation, mais après, tu peux revendre ce jeton, le rééchanger contre des Ethers. Et en plus de ça, tu peux rentrer avec le montant que tu veux. Il y a trois gros, on va dire, enfin, je pense que c'est cool de s'attarder sur trois prestataires. Il y a Lido, donc qui est, comme tu as dit, c'est un peu le mastodonte du marché du liquid staking. J'avais regardé, c'est à peu près 70% du marché du liquid staking, un tiers de tous les Ethers stackés. Comment ça marche, en gros, c'est qu'on confie la gestion des nœuds à des opérateurs professionnels, comme Kiln par exemple, mais pas que, plein d'autres. Et donc, en fait, eux, Lido, ils vont juste faire la partie opérationnelle, mais ils vont pas staker leurs propres Ethers, en fait. Ouais, c'est ça. Promis. Ouais, c'est exactement ça. Vas-y. Excuse-moi. Non, et par rapport à Lido, c'est intéressant, puisque vous, comment vous fonctionnez avec eux? J'imagine que vous êtes en contact d'ailleurs pas mal avec eux. C'est ça, en fait, on fait partie de la trentaine de validateurs qui va en gros déployer de la trentaine de nodes d'opérateurs qui va déployer des validateurs quand la pool, le Lido va nous le demander, en fait. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que Lido contrôle 30% du réseau. C'est pas complètement vrai, en fait. Derrière Lido, il y a, voilà, je pense à peu près 30-34 nodes opérateurs.
Et un très bon site pour les gens que ça intéresse, c'est rated.network, qui est un site génial en fait pour comprendre en fait toute l'activité sur la Beacon Chain, notamment pour comprendre par exemple quelles sont les entités derrière Lido, quelles sont les entités derrière les autres protocoles de liquid staking, et en fait regarder un peu le leaderboard des nodes opérateurs les plus importants, pouvoir comparer aussi leur performance. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne ressource à avoir en tête. Après, l'autre alternative, donc c'est Rocket Pool. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Rocket Pool? C'est un peu un système différent de Lido pour le coup. J'avoue que Rocket Pool, je connais un peu moins. Je sais qu'on peut partager, en fait un validateur. Donc on peut déjà, je peux déjà décider par exemple de mettre 8 Ethers sur Rocket Pool et je partagerai un validateur avec quelqu'un d'autre qui mettra peut-être 8 et une autre personne qui en mettra 16 et ça fera 32. On aura un validateur en fait à 3. Et de mémoire, il y a aussi plus de nodes opérateurs derrière Rocket. Ouais, j'avais vu, il y en avait plus de 3000 à peu près, ce qui est beaucoup plus que. Enfin, ouais, c'est Ouais. un fois 100 par rapport à Lido, donc plus de décentralisation. Il y avait un autre acteur, j'ai vu, c'est Diva. Après, voilà, l'idée, c'est pas de s'attarder aujourd'hui sur le staking, mais sur le liquid staking, mais c'est intéressant voilà, d'avoir une vision de cet écosystème où c'est vraiment Lido qui est un peu le mastodonte. Rocket Pool un peu derrière et il y a Diva un peu en outsider qui arrive. Alors vous, Kim, d'ailleurs, avant qu'on parle de risk staking, c'est intéressant parce que j'avais fait une petite recherche, je me suis aperçu que vous faisiez aussi du liquid staking en marque blanche pour le compte de clients. J'avais vu par exemple Coinbase, hein, c'est ça, par exemple pour Coinbase. Donc Coinbase a un layer 2 qui s'appelle Base sur la blockchain Ethereum. Et est-ce que tu peux Alors dire plus Coinbase, on va faire autre chose avec eux, mais leur liquid staking token, c'est pas nous qui le gérons. C'est pas vous, d'accord, parce que en tout cas ils ont un liquid staking token qui s'appelle le CBETH, un peu sur le même modèle que le STETH de Lido, mais donc c'est pas vous. Par contre, donc je le disais tout à l'heure, il y a des plateformes centralisées, hein, type Coinbase, Binance, sur lesquelles les utilisateurs peuvent directement staker leurs Ethers. Et en l'occurrence, est-ce que c'est vous, parfois pour l'un des deux ou pour d'autres exchanges, qui gérez la partie staking? Généralement, les gros exchanges qui sont là depuis la nuit des temps en crypto, en fait, ils ont réussi à croître suffisamment pour avoir leur team de nodes opérateurs in-house. Et donc, en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'acteurs comme nous, même si, bon, parfois, on les aide sur certains points. Bref. Ça va être, nous, on va faire beaucoup de marques blanches pour ceux qui sont peut-être un tout petit peu plus petits. Alors, on va quand même travailler avec les plus gros. On va leur vendre des produits, par exemple, de smart contracts pour leur aider à faciliter le staking pour leurs utilisateurs, par exemple. Mais on va faire des validateurs en marque blanche avec un peu, on va dire les échanges un peu plus mid-size. Ok. Et peut-être des asset managers, j'imagine. Ouais, également. Ok. Bon, bah maintenant qu'on a mis un peu à plat les bases, à savoir le staking et le liquid staking, on va justement pouvoir parler de restaking. Est-ce que déjà tu peux présenter ce concept? Ouais. Alors tout simplement, on l'a vu, hein, le staking, c'est le fait de mettre un peu des actifs en collatéral en fait pour participer au consensus d'un réseau, donc et pour espérer y gagner des récompenses. Et en fait, le restaking, c'est juste le fait de se dire que, bah, en fait, on est capable, avec des smart contracts, de punir des actifs qui sont utilisés pour staker un réseau. Et on est capable de aussi, en fait, punir ces actifs-là. Donc, on est aussi capable de slasher ces actifs-là s'ils sont utilisés comme sécurité économique pour le consensus d'un autre réseau. Voilà. Donc, imaginons que tu fasses tourner ta propre chaîne ou, par exemple, juste un protocole qui a besoin d'une forme de consensus. Et voilà, on va être, je sais pas, imaginons qu'on soit juste 10 validateurs et on est chacun, du coup, on est un validateur chacun sur Ethereum. Et que moi je fasse du coup une offense qui se poste à chaque. Donc par exemple, je sais pas, je veux un peu brouiller le consensus de ton réseau, je veux qu'il marche mal, je veux faire n'importe quoi sur ton bridge par exemple. Et on peut dire par exemple, moi je t'ai fait une transaction de par exemple 1, et en fait toi tu vas dire qu'en fait la transaction elle n'était pas de 1, elle était par exemple de 10. Prenons ça comme exemple par exemple. Et voilà, et donc
En gros, ton protocole, il va ensuite, en gros, il va dire, non, mais Edgar, il s'est mal comporté. Donc, du coup, de ces 32 Ethers, je vais en prendre un, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le concept, c'est le fait de pouvoir slasher enfin, dans le contexte Ethereum, de pouvoir slasher des actifs qui permettent de valider Ethereum s'ils font tourner d'autres protocoles et qui se comportent mal. Donc ça permet en fait de réhypothéquer, le terme est important je pense pour comprendre, ça permet de réhypothéquer la sécurité économique d'Ethereum vers d'autres protocoles. Ok, alors pour que ce soit peut-être un peu plus concret, c'est vrai que le problème qui se pose, de ce que j'en ai compris, c'est qu'aujourd'hui, les applications, alors ça peut être par exemple les Layer 2 d'Ethereum, ça peut être par exemple peut-être Arbitrum, Optimism, etc. Ça peut être des bridges comme tu l'as mentionné, ça peut être des applications tout simplement, même des protocoles DeFi. Peut-être que de manière générale, ces applications qui fonctionnent sur du Proof of Stake, elles ont du mal à sécuriser leur réseau et donc elles ont besoin d'attirer peut-être plus de jetons, plus de capitaux, entre guillemets, pour valider, j'imagine, les transactions, parce qu'aujourd'hui, tous les capitaux vont sur la blockchain Ethereum, parce que c'est plus simple, tout simplement, enfin, c'est plus sécure, en tout cas en tant qu'utilisateur, que de sécuriser peut-être un réseau normal. Est-ce que tu peux un peu expliquer d'ailleurs comment fonctionne la sécurité de, je sais pas, des bridges, par exemple, aujourd'hui, ou des autres Layer 2? Bah, il y a beaucoup de ces protocoles-là qui sont en fait hyper centralisés parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas avoir alors parfois c'est pour des raisons technologiques plutôt que des raisons de ne pas pouvoir trouver les capitaux, hein. Mais ils ont pas de, ils sont, il y a des points centraux d'échec en fait sur ces protocoles-là la plupart du temps. Et donc pour revenir sur le restaking, donc le concept de ce que je comprends et alors, est-ce que j'ai bien compris ou pas, mais c'est que concrètement, tu prends tes Ethers qui ont déjà été stackés, donc on va prendre les STETH. Hein. Donc quand je stack un Ether sur Lido, je vais avoir en retour un STETH, qui est la preuve que j'ai stacké un Ether. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que cet Ether, en fait, stacké, qui est le STETH, je peux l'utiliser comme collatéral pour faire autre chose, je peux l'utiliser. Et donc en fait, je vais le réutiliser pour, comme sécurité, hein, finalement, pour valider peut-être une autre application, un autre protocole du réseau. C'est bien ça. C'est ça. Alors pas forcément du réseau, ça peut être d'un autre réseau, enfin c'est quelque chose qui ne touche pas forcément directement à Ethereum. Ok. Mais alors, comment ça fonctionne dans le sens où c'est quoi quel va être le fonctionnement? C'est-à-dire comment ça marche concrètement? Qui va réceptionner ce STETH pour en faire quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qui va devenir en fait? Alors déjà quand on le restaking, c'est pas que avec du STETH par exemple. Ouais. Ça peut être avec déjà d'autres types de liquid staking token, mais ça peut aussi être avec de l'Ether qui est sur la Beacon chain, donc au niveau du consensus. Voilà, on va dire il y a des flows différents, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand ces ETH ou ces STETH seront sortis, donc voudront être withdraw, ils devront passer par un smart contract. Donc, dans le cas d'Eigenlayer, qui est un smart contract qui est managé par Eigenlayer, donc managé indirectement, bien sûr, hein, les gens gardent la self-custody de leurs actifs. Mais et voilà, et ce smart contract-là, il a juste un job et il va regarder si tu as fait, donc si cet Ether a commis une offense slashable dans un des autres protocoles qui est sécurisé en fait. En fait, le restaking, c'est il y a des actifs qui sont stakés sur Ethereum et qui permettent de faire tourner le consensus d'Ethereum. Voilà. Donc c'est en gros ces actifs-là qui vont donner en fait la sécurité économique d'Ethereum, parce qu'en fait si cette masse de capitaux agit mal, c'est la valeur de ces capitaux qui va être impactée en fait. Donc en fait aujourd'hui il y a une centaine de milliards de dollars, l'équivalent d'une centaine de milliards de dollars qui sont stakés sur Ethereum. Donc cette centaine de milliers de dollars d'Ethereum
permet de garder Ethereum sécurisé parce qu'il faudrait une grosse partie de ces, plus de la majorité en fait de ces centaines de milliards pour vraiment impacter le réseau sur le long terme en fait. Donc en fait ces Ethereum là, donc ce capital là serait stashé. Et le restaking en fait c'est juste se dire qu'on va réutiliser ces capitaux là pour sécuriser d'autres protocoles. Et la seule chose qui est importante en fait, c'est de s'assurer que ces capitaux-là, de la même manière qu'ils peuvent être slashés par le protocole Ethereum, ils sont aussi slashables par le protocole Eigenlayer qui va un peu être la tour de contrôle pour voir où est-ce que, si tu t'es bien comporté sur les autres protocoles que tu faisais tourner. Imaginons même que ce soit juste des chaînes. Imaginons que les autres protocoles, ce soit juste des chaînes qu'on connaît déjà, par exemple, je sais pas, Cosmos, Osmosis et Math, par exemple. Et voilà, donc moi j'ai un opérateur sur Eigenlayer qui fait tourner du coup ces trois chaînes-là. Et si j'ai 100 Ethers qui me sont délégués sur Eigenlayer, et que j'agis très très mal, par exemple, je fais on va dire la pire combinaison de choses possibles et que je me fasse réduire, que je me fasse tâcher à hauteur de 50%. Ce qui va se passer, c'est que quand je fais retirer mes Ethereum pour les avoir de façon liquide, le smart contract d'Egenlayer qui est piloté par sa tour de contrôle, il va dire non, toi tu repars avec 50 Ethereum en moins. Ok, ouais, très, très clair. Et donc ça veut dire en gros, pour résumer, Eigenlayer, le concept, c'est qu'on va augmenter le nombre de tokens, entre guillemets, la capitalisation allouée sur un protocole pour justement ça coûte vrai, ça passe. S'il y a plus d'argent immobilisé sur ce protocole, ça va faire du mal s'il y a du slashing, et donc ça va amplifier, on va dire, la sécurité et la confiance dans ce protocole parce qu'il y a beaucoup d'argent immobilisé pour ce protocole et donc pour le sécuriser. C'est ça. Alors, en fait, ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est quoi l'autre solution? L'autre solution, voilà, ces protocoles-là, ils vont développer leur propre token. Ils vont aller essayer d'aller choper des validateurs directement. Ils vont devoir voilà, créer de l'engouement pour leur protocole et pour leur token. Qu'ensuite, il y a des gens qui le stake, pouvoir recevoir des récompenses. En fait, tout ce travail-là, il peut être assez voilà, assez compliqué. Donc du coup, en fait, ça met une grosse barrière à l'entrée pour lancer un protocole qui requiert un consensus décentralisé. Et Eigenlayer, en fait, il vient réduire cette barrière à l'entrée, tout simplement, en créant une place de marché entre le capital économique sur Ethereum et les autres protocoles qui ont besoin de cette sécurité économique. Alors, quand on parle de protocole d'ailleurs, donc ça peut être des layer 2, ça peut être des bridges, mais est-ce que ça peut être d'autres types d'applications? Ouais, enfin, il n'y a pas de. Techniquement, il n'y a pas de limite en fait. Par exemple, si je prends AAV, donc le plus gros protocole DeFi, faire du lending, borrowing, comment ça marcherait sur AAV? Parce qu'en fait, AAV, est-ce qu'il y a un besoin de sécurité, sachant que les transactions, elles passent par la blockchain Ethereum, donc est-ce qu'il y a ce besoin de sécuriser l'application AAV? Il n'y a pas besoin. Je pense que il n'y a pas forcément besoin pour les protocoles de DeFi, par exemple, enfin, ça dépend, de faire tourner leur propre consensus, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de payer cette sécurité en plus si on n'en a pas besoin. Ok. Et du coup, ce serait quoi les use cases d'applications qui en auraient potentiellement besoin? Du coup, par exemple, là, la grande majorité de ce qu'on voit comme protocole, en fait, au-dessus d'Eigenlayer, qu'on appelle d'ailleurs les AVS, pour Actively Validated Services, c'est des protocoles qui ont pour but d'offrir un service au layer 2 sur Ethereum ou sur d'autres blockchains. Donc, voilà, donc les layer 2, en fait, c'est des espèces c'est des surcouches, en fait, sur une blockchain qui permettent de faire des transactions qui sont plus rapides, mais qui, du coup, ont des trade-offs, en fait. Et par exemple, un de ces trade-offs-là, ça peut être la décentralisation. Par exemple, la décentralisation ce qu'on appelle le sequencing. Donc, en fait, l'action de
d'amener en fait l'état du rollup sur Ethereum. Ce qui fait que par exemple, si le rollup est complètement down, on puisse récupérer ses actifs sur la sous-couche qui soit Ethereum. Ok. Et voilà. Et donc là, on parle vraiment, le premier use case, c'est vraiment en fait des layer 2 d'Ethereum, donc des surcouches, qui ont peut-être besoin de capitaux effectivement pour valider les transactions sur leur chain. C'est ça, donc, par exemple. Ok, ça marche. Et tu parlais de bridge ailleurs aussi, c'est intéressant parce que c'est vrai que il y a un passif pour les bridges. Beaucoup de bridges ont été hackés par le passé, donc peut-être qu'il y a une confiance qui s'est effritée. Ouais. Les bridges aussi ont besoin de capitaux pour, pas forcément pour authentifier les transactions, mais peut-être pour ajouter de la confiance. C'est ça. En fait, si aujourd'hui on avait besoin de, par exemple, si les bridges qui se sont fait hacker par le passé, ils étaient sécurisés par plein d'opérateurs différents, et que ces opérateurs-là, ils avaient besoin de mettre en collatéral, on va dire, des centaines de millions ou des milliards de dollars, il est très probable qu'il n'y aurait pas eu en fait ces hacks, parce que ces hacks-là coûteraient juste trop cher à faire. Et au final, même si quelqu'un essayait de le faire, ça coûterait des centaines de millions ou des milliards à opérer. Et le revenu, en fait, ne serait pas suffisamment intéressant par rapport au coût. Ouais. Et donc, tu as parlé d'ABS. Donc, entre guillemets, c'est les prestataires sur EigenLayer qui vont recevoir des fonds stackés pour justement... Non, ça, c'est les opérateurs. Donc, les opérateurs, ça va être un peu comme... voilà, les opérateurs, c'est ceux qui vont recevoir les fonds pour faire tourner des AVS. Ok. Et les AVS, ça va être les protocoles, du coup, dont on a parlé, qui ont besoin de sécurité économique, qui vont chercher sur EigenLayer. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que particulier, par exemple, je veux investir via EigenLayer. Alors, on reviendra après là-dessus. Pour l'instant, la plateforme n'est pas forcément live pour tout le monde. Elle est en bêta, il me semble. Mais comment ça fonctionnerait? C'est-à-dire que moi, je déléguerai à un opérateur, et après, c'est l'opérateur qui va dispatcher entre plusieurs AVS, c'est ça? Voilà, donc toi, tu as déjà staké de l'Ethereum tu as déjà staké de l'Ethereum d'une forme ou d'une autre, on va pas parler de ça, mais et voilà. Et en fait, tu vas aller du coup sur EigenLayer, sur le site par exemple d'EigenLayer, tu vas connecter ton wallet, et là en fait, EigenLayer va te proposer une liste d'opérateurs différents, donc qui vont faire tourner par exemple différents AVS. Et en fait, toi, tu vas choisir l'opérateur vers qui tu veux déléguer tes ETH qui sont déjà stakés. C'est ça qui va être le restaking, entre guillemets. Et après, en fait, imaginons que tu délègues, tu délègues ces staked Ethereum vers un opérateur qui fait tourner genre 2 AVS. Bah, tu vas commencer après à gagner les récompenses de ces 2 AVS. Et j'imagine qu'après, il y aura un score de confiance selon les opérateurs, selon les performances. Parce que autant qu'on fait du staking et qu'on choisit, entre guillemets, tel nœud ou tel nœud, c'est kiff-kiff en général, parce que là où ils vont faire la différence, ça va être sur les fees qui vont ponctionner. Mais le point, c'est que les fees, enfin les yields qu'on a depuis la blockchain Ethereum, quand on stack, c'est toujours le même. Là, en l'occurrence, les dés, les cartes sont... Enfin, quand je veux dire, il y a le yield d'Ethereum qui est le même, et après, les fees qui vont être pris par l'opérateur vont être différentes selon les opérateurs, non? Alors, c'est pas tout le temps le même. C'est le même, généralement. Ce que tu dis, c'est vrai sur les blockchains Cosmos, par exemple, la plupart du temps. Mais sur Ethereum, en fait, il y a différentes... on peut changer, en fait, parce qu'il y a une grande partie, en fait, quand on va construire un bloc, qui, on va dire, ce qu'on peut tirer en frais de transaction du bloc va beaucoup changer. Et donc, du coup, il y a une partie un peu de chance. Mais voilà, la chance, quand on est un bon opérateur, en fait, on essaye de maximiser en fait sa chance, donc maximiser sa chance d'avoir des plus gros blocs. Ouais. Et ça, non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est quoi le différentiel que je peux avoir entre un mauvais opérateur et un bon opérateur sur Ethereum, par exemple? J'ai trop envie de faire la blague du bon chasseur et du mauvais chasseur, mais je vais pas la faire. En fait, le bon opérateur, en fait, il va trouver le bloc qui soit le plus profitable, tout simplement. Donc le bloc avec les meilleures transactions, et voilà. Parfois, on va pas s'attarder là-dessus, mais il y a aussi de la MEV, donc il y a des manières en fait de mettre les transactions dans un
dans un certain ordre. C'est pas fait par le validateur, en fait, c'est fait par les block builders qui vont proposer, en fait, ce qu'on appelle des bundles au validateur. Et en fait, ça va constituer un bloc avec des frais de transaction qui sont variables. Et donc, tout l'intérêt, c'est de maximiser les frais de transaction qui sont dans ce bloc quand on propose. Mais en tout cas, je veux dire, le différentiel entre un bon et un mauvais validateur, ça va pas être par exemple plus de 20%, ou ça peut être vraiment, ça peut être du simple tout, tu penses? Plus de 20%. Ça dépend, en fait. Ouais. Ça dépend. La plupart. Aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est que les gens comprennent de plus en plus. Donc peut-être que il y a 2 ans, la différence entre un bon et un mauvais validateur, elle pouvait être plus grosse. Plus le temps passe, plus les gens finissent par, on va dire, par comprendre les stratégies. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est dur d'être un meilleur validateur par rapport à la compétition. Bon, il y a toujours des moyens, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, un Alors que très bon moyen de comparer, c'est d'aller par exemple sur Rated et de voir la différence des APY que prennent certains validateurs, que génèrent certains c'est vrai validateurs. que là, je suis dessus et c'est vrai qu'il y a ouais, il y a quand même des belles différences, effectivement. Alors, et pour revenir sur EigenLayer, là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on peut avoir des énormes différentiels parce que bah, chaque opérateur va sélectionner ses projets et en fait, chaque projet en fait, va décider du montant de la récompense qu'il va allouer au montant stacké. Et donc là, je pense qu'on peut avoir des énormes différentiels, non? Bah, déjà, oui, en fait, il peut y avoir, par exemple, toi, tu fais tourner un opérateur sur EigenLayer et tu fais tourner que un AVS. Toi, tu vas gagner que les récompenses de cet AVS-là. Moi, si à côté, je fais tourner un opérateur et je fais tourner 10 AVS, forcément, je vais gagner beaucoup plus de récompenses. Mais aussi parce que moi, je prends plus de risques. Ça veut dire que toi, tu peux te faire slasher sur un AVS en plus. Moi, je peux me faire slasher sur 10. Donc, alors, je veux bien qu'on revienne sur ce point-là, parce que ça veut dire que ouais. toi, 1 vs 10, c'est intéressant, ça veut dire que c'est la même quantité d'argent, mais le risque, il est divisé par 10. Ça dépend. En fait, chaque protocole va designer ses règles de slashing de façon différente et indépendante. Peut-être que le premier AVS, je sais pas, il y aura un slashing extrêmement minimal et je sais pas, voilà, peut-être qu'il y aura peu ou pas de slashing et peut-être qu'il y aura un deuxième AVS où il y aura peu ou pas de slashing, mais dans le cas spécifique où tu essaies de faire une chose qui peut vraiment genre être très très mauvaise pour ce protocole-là, là tu vas te faire slasher 10% de ta balance, par exemple. Et donc, du coup, ce sera pas le même risque et du coup, pas les mêmes récompenses. Ouais, et pour revenir sur ton point, c'est que quand tu es, on va dire, un protocole pas très connu, bah, ça va être plus compliqué de te faire confiance, donc tu vas payer plus cher pour que les gens te prennent comme ABS, enfin les opérateurs te prennent comme ABS, et donc tu vas lâcher de grosses récompenses parce Ouais. que les gens prennent un gros risque en fait. C'est un peu comme dans le monde du crédit et dans le monde bancaire, hein. C'est-à-dire que si tu as il y a un enjeu réputationnel, c'est-à-dire que s'il y a du risque par rapport au fait que tu ne rembourses pas, bah forcément tu vas payer des intérêts beaucoup plus chers en fait. C'est ça. C'est pareil. C'est ça. C'est intéressant. D'ailleurs, pour revenir sur EigenLayer, attardons-nous un peu là-dessus, hein. C'est un gros projet. Je crois qu'ils ont levé 50 millions en 2023. Je crois que c'était un mois après la publication de leur white paper. En 2023, ouais. Ils ont relevé 100 millions là, il y a moins d'un mois. Ok. Auprès de Day16Z. Ouais, donc c'est gigantesque. Aujourd'hui, d'ailleurs, le produit, il n'est pas encore live. Donc ça veut dire que. Est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a un système de points actuellement. Il y a quand même une grosse TVL, hein, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui se lancent déjà. Est-ce que tu pourrais donner un peu un état de l'art là où on en est sur EigenLayer? Ouais, donc en fait, là, quand on parle de la TVL d'EigenLayer, en fait, de, on parle de tous les fonds, en fait, qui touchent les smart contracts d'EigenLayer, en fait. Donc, c'est des fonds qui seront, on va dire, directement, c'est du cap qui sera directement capable de restaker quand les AVS sont live. Donc, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en mainnet et c'est quelque chose, en fait, qui gagne des points. Donc, c'est un peu une façon d'incentiviser en fait l'arrivée de ce capital. Et en fait, la deuxième partie en fait
ça va être quand ça veut dire ce qu'on appelle l'AVS mainnet. Donc quand les AVS seront sur le mainnet et qui pourront en fait recevoir du coup de la sécurité économique des opérateurs. Donc les opérateurs qui ont les fonds, qui prennent en fait qui ne prennent pas, mais qui ont reçu la délégation des Ethereum restakés. Et voilà. Et donc en fait, les AVS sont en mainnet, les opérateurs sur EigenLayer pourront faire tourner les AVS et gagner des récompenses. Et donc actuellement, donc il y a quand même des fonds bloqués sur EigenLayer, parce qu'il y a quand même ce fameux système de points actuellement, mais du coup ça sécurise quelque chose actuellement ou pas du tout? Non. Non, c'est juste en fait parce que pour expliquer un peu ce système de points, c'est que les personnes espèrent gagner des futurs airdrops, parce que beaucoup de personnes, et peut-être, on parle des hypothétiques airdrops, on ne sait pas si, peut-être pas, ouais, peut-être qu'ils n'existeront jamais, mais voilà, il y a pas mal de projets qui font comment dire, il y avait le terme alors je reviens dans mes notes, c'était de liquid restaking, c'est ça? Oui. Je pense à des solutions type Kelp de Stader Labs, Renzo Protocol, Restake Finance, etc. Est-ce que d'ailleurs tu peux expliquer ce que font ces protocoles-là? Et donc ces protocoles en général n'ont pas de token, et donc il y a un espoir qu'ils lancent bientôt un token, et donc les gens vont immobiliser leurs fonds dans ces protocoles-là dans l'espoir d'avoir un futur airdrop. C'est ça. Alors en fait, il faut voir en fait ces protocoles de restaking comme la même chose que des protocoles de liquid staking. Aujourd'hui, un protocole de liquid staking, ça représente de façon liquide une position stakée sur Ethereum. Ben là, en fait, ça va être la même chose que ça va représenter une position restakée. Donc, par exemple, je sais pas, prenons par exemple comme exemple Renzo. Les opérateurs des Renzo feront tourner genre deux AVS, et ben du coup le token le token de liquid staking de Renzo, donc qui s'appelle le Easy ETH. Easy ETH représentera du coup une position stakée sur Ethereum et restakée sur deux AVS. Ok. Et donc on est d'accord que ce token existe encore. Oui, bien sûr, le token, oui. Le token, le Easy dont tu parlais à l'instant, il existe déjà? c'est une bonne question. Je crois qu'il peut pas, pour l'instant, il peut pas bouger, je crois. J'avoue, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'accord. Mais en fait, il y en a certains qui sont, on va dire, qui sont loqués, et il y en a certains qui sont déjà, enfin, dont les tokens sont déjà déployés. Ok. Et voilà, donc entre guillemets, ce système de points. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, moi je trouve ce système de points, attardons-nous dessus, parce que c'est-à-dire que voilà, beaucoup de gens, pour l'instant, immobilisent leurs capitaux via EigenLayer, mais finalement, on va dire cette sécurité qui est potentiellement créée aujourd'hui, elle n'est pas encore récupérée parce que le projet est toujours en bêta. Enfin, il n'a pas été lancé. Ok. C'est en effet hyper intéressant, et avant de parler, je dois envoyer ceux qui nous écoutent vers un article de Arthur Hayes, qui est l'ancien CEO de BitMEX, le fondateur de BitMEX. Et quelqu'un qui publie énormément de choses sur son Medium et sur son Substack, qui s'appelle PointGuard, qui parle très très bien de tout ce mécanisme de points en fait, et pourquoi c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus par les protocoles pour attirer en fait des utilisateurs tout simplement. Et voilà, et pour résumer tout simplement, le point c'est par exemple le fait, enfin généralement ce qui se passe c'est que les utilisateurs s'attendent à ce qu'il y ait par exemple un token de gouvernance sur un protocole. Donc par exemple le token de gouvernance, Lido a un token de gouvernance qui s'appelle LDO. On pourrait penser qu'à terme, les protocoles de liquid restaking aient aussi un token de gouvernance. Et donc, je pense que les restakers sur ces protocoles-là, en fait, attendent de ces points-là, du coup, une allocation à ces tokens s'ils venaient à exister. Alors, petit aparté, mais c'est intéressant vu le contexte aussi de parler du airdrop de Starkware. Pour sa blockchain Starknet, parce que c'est vrai que justement il n'y a pas eu ce système de points, il y a eu un
un mode de fonctionnement qui a été annoncé, qui n'a pas forcément été bien reçu par la communauté. Du coup, ça crée une grosse polémique. Et c'est vrai que le système de points est peut-être une alternative pour que les gens soient moins, on va dire, surpris à l'annonce d'un airdrop, en fait. Ouais. Je pense que le système de points, c'est pas non, faut pas prendre ça comme une promesse d'airdrop, mais en tout cas, en fait, ça permet d'amener beaucoup plus de transparence, en fait, si il finit par y avoir un airdrop. Ouais, complètement. Pour venir donc sur ces solutions de liquid restaking, après, est-ce que tu peux déstacker les tokens? Ça prend combien de temps? On ne sait pas trop encore comment ça fonctionne, ce type de... Ça peut changer. Alors, au niveau d'Eigenlayer, en fait, quand tu retires des tokens d'Eigenlayer et que tu veux qu'ils soient complètement liquides, que ce soit du ETH liquide, généralement, ça prend 7 jours. En fait, ces 7 jours-là, c'est ce qu'il faut pour le smart contract d'Eigenlayer de vérifier que tes capitaux ne doivent pas être stashés. Parce que... Et d'ailleurs, ces solutions de liquid ou restaking, est-ce que c'est des opérateurs ou c'est autre chose moi, en tant que particulier, est-ce que je suis obligé de passer par ce type de solution de liquid restaking ou j'ai d'autres alternatives qui se proposent? Bah, de la même manière que, de la même manière que, par exemple, déjà, je pense que les échanges auront leur propre solution. Et il y aura aussi par exemple, de la même manière que sur Kiln, tu peux mettre tu peux staker toi-même tes Ethereum directement avec Kiln. Et aussi quand c'est moins que 32 Ethers, ce sera également possible de faire ça en faisant du restaking. Parce que vous Kim, bien sûr, vous allez proposer du restaking. Mais est-ce que, en fait, mon point, c'est quelle est la différence finalement entre du liquid restaking ou le restaking tel que sur Eigenlayer? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose Bah, le liquid restaking, on va dire que c'est un coût de sécurité en plus. C'est de la même manière, enfin, c'est la même différence entre faire du staking soi-même ou utiliser un liquid staking token, donc qui va passer par un smart contract supplémentaire qui va ajouter un risque de smart contract. Voilà, et puis les tokens de liquid staking peuvent être gérés différemment et peut-être qu'on veut juste déléguer à un opérateur spécifique ou par exemple, si on est un solo staker, faire tourner son infra soi-même. Et voilà, c'est des niveaux de risque qui sont différents. Alors, c'est intéressant parce que vous, Kim, quand vous allez proposer le restaking, j'imagine que vous n'allez pas proposer un restaking, mais peut-être plusieurs restaking avec peut-être plusieurs types d'investissements. Par exemple, peut-être un restaking dédié au Layer 2, un dédié au bridge, un dédié à d'autres applications peut-être un peu plus exotiques. Comment vous voyez les choses Bah, c'est ça, en fait. Au final, sur Eigenlayer, il va y avoir plein quand on va créer un opérateur sur Eigenlayer, il y a plein de manières de faire qui sont différentes. Plus il y a d'opérateurs, plus il y a plus il y a d'AVS, plus il y a de stratégies d'opérateurs potentiels. Donc nous, si on veut servir nos clients le mieux possible, c'est normal qu'on ne crée pas qu'un seul opérateur, on en crée plusieurs avec des niveaux de risque différents pour les stakers. Ok. Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs la TVL, donc la capitalisation bloquée aujourd'hui dans le protocole Eigenlayer à l'instant T? Enfin, est-ce qu'on est en plusieurs milliards? Je crois que c'est 12 milliards. Je crois que c'est 12 milliards. C'est entre 11,5 et 12. C'est peut-être au-dessus de 12. Hein. Ça peut bouger vite. Aujourd'hui, ils ont des concurrents d'ailleurs, Eigenlayer. Enfin, j'imagine que oui, mais c'est vraiment eux qui s'imposent comme la référence. Surtout que ils ont 150 millions. Aujourd'hui, quand on parle de restaking, on parle implicitement d'Eigenlayer. Même s'il y a d'autres protocoles qui sont, on va dire, beaucoup plus early dans leur développement. Ok. On parle d'un sujet assez technique, donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. On pourra y répondre en asynchrone. Maintenant qu'on s'est dit tout ça sur Eigenlayer, ce serait intéressant, je pense, de parler un peu des risques. Alors, sachant que aussi, rappelons quand même que voilà, Kin, vous êtes une boîte spécialisée dans le staking et donc le restaking, que forcément vous avez des intérêts avec Eigenlayer. Donc, je comprends que tu puisses pas non plus être forcément 100% objectif, j'allais dire, mais voilà, je comprends qu'il y a des questions auxquelles tu peux pas forcément répondre, enfin, dans la mesure du possible, hein, mais... Non, mais je pense que je peux répondre à toutes les questions. C'est juste que oui, faut pas demander les risques qu'aux gens qui vont faire tourner des nodes d'opérateurs sur Eigenlayer. Tout le monde peut être biaisé. Bien sûr. Bah, la première question que je me posais,
enfin, je suis pas le seul à me poser, hein, j'ai fait mes recherches et donc c'est surtout d'autres personnes qui se les posent et donc je suis amené à te la poser. Mais aujourd'hui, finalement, il y a un empilement, on va dire, il y a enfin, c'est une couche supplémentaire, on va dire. Au même titre que quand il y a du liquid staking avec Lido, bah, c'est-à-dire qu'il y a un autre point of failure qui est Lido, en plus de l'opérateur de nœud. Là, il y a un nouveau point of failure. Ce serait quoi finalement s'il y a un effet cascade? Parce que, je sais pas, il y a un slashing. Quel pourrait être l'impact sur l'écosystème? Ce qui pourrait se passer, c'est par exemple des protocoles de liquid restaking. Imaginons qu'un protocole de liquid restaking soit utilisé dans une pool en DeFi. Et que les opérateurs derrière ce protocole de liquid restaking se fassent massivement slasher sur Eigenlayer. Du coup, en fait, il y aurait un dépeg entre, par exemple, les autres protocoles de liquid restaking ou entre les autres tokens de liquid restaking ou juste l'Ether et ce token-là, en fait. Et ça pourrait amener, on va dire, ça pourrait déstabiliser un peu certains protocoles. Le risque aussi, c'est que tout simplement, il y ait du slashing qui apparaît sur Eigenlayer. Donc, techniquement, de la sécurité économique qui partirait d'Ethereum. Sauf que Ethereum ne peut pas forcément le savoir, ça. Donc, voilà. Si aujourd'hui. Enfin, ce serait quand même. Il y aurait quand même du slashing, en fait, parce que la personne qui fait tourner l'opérateur, au final, elle ne pourrait plus gagner de récompense et donc du coup, ça lui coûtera de l'argent. Ça finirait par lui coûter de l'argent et ne pas lui en gagner. Donc, il y a de fortes chances que du coup, ce validateur se fasse quand même exit. Mais voilà, il y a potentiellement de la sécurité économique qui peut disparaître d'Ethereum sans qu'Ethereum le sache. Et puis aussi, le contrat, on va dire le risque le plus standard dans ce type de protocole-là, c'est le risque de smart contract. Donc le fait qu'il y ait plus, qu'il y ait une grosse TVL qui passe entre guillemets par le même smart contract. Si smart contract venait à avoir des problèmes, un peu comme sur Lido, hein, c'est le risque numéro 1 sur Lido. Si smart contract venait à avoir des problèmes, ça pourrait poser des problèmes généraux pour le réseau Ethereum. Ouais, parce qu'on pourrait avoir un effet de cascade, parce que peut-être tel protocole dépend de tel autre protocole. Ou est-ce que c'est vraiment des problèmes qui sont finalement assez centralisés, enfin je veux dire assez réduits à un certain protocole, par exemple, si tel protocole enfin un tel opérateur voit ses Ethers par exemple slashés, est-ce que ça a vraiment impacté les autres ou c'est juste ceux qui ont investi dans ces AVS là qui seront pénalisés, c'est tout? Bah, en fait, par exemple, tu vois, si je suis le seul opérateur sur Eigenlayer que je fais tourner et qu'il n'y a que deux AVS, si le deuxième AVS il slash en fait tous les Ethereum de l'opérateur, bah, du coup, il n'y a plus de sécurité économique qui fait tourner l'autre AVS. Donc, Oui, il y a, non, il y a certains cas où en fait, du coup, il pourrait y avoir un effet de contamination. Mais du coup, plutôt d'un AVS à un autre, en fait. Pas, enfin, ce serait plus indirect, en fait, si ça revenait sur Ethereum. ok. D'ailleurs ça fait penser un peu à le GHOA, donc qui est le stablecoin du protocole DeFi AAV. Donc c'est un stablecoin qui au début donc, est censé valoir 1 dollar, mais qui a plutôt été aux alentours des 90 centimes. Et maintenant, en fait, ce qu'a fait AAV, hein, c'est qu'ils ont, je crois, limité la quantité de GHO en circulation à peu près 30 millions de dollars, quelque chose comme ça, j'ai pas les chiffres exacts. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça leur permet un peu de bêta-tester un peu ce nouveau concept. Est-ce que tu trouves que, je pense que Eigenlayer aurait pu faire la même chose plutôt que d'avoir direct une TVL alors que le produit n'a même pas encore été lancé de plus de 10 milliards, donc 12 milliards comme tu le disais? C'est pas Eigenlayer qui gère sa TVL. C'est les gens qui déposent en tout cas, sur Eigenlayer, la plupart pour aller chercher des points. Qui déposent sur Eigenlayer. C'est pas Eigenlayer n'a pas demandé à sa liquidité, Oui, à cette mais tu vois, par liquidité exemple, d'être là. AAV, tu vois, par exemple, a limité volontairement la quantité de GHO en circulation. Est-ce que Eigenlayer aurait pu limiter justement sa TVL, enfin la TVL mis à disposition au début en tout cas, pour justement un Alors, peu bêta-tester le service? oui, elle l'a fait de plusieurs moyens différents. En fait, il y a eu, en tout cas sur les liquid staking tokens,
il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs phases, entre guillemets, où l'arrivée de cette liquidité a pu être capée. Donc, je sais plus exactement en fait comment s'est passée la première phase, mais je crois que ça a été capé à 100 000 Ethers. Je dis peut-être des bêtises. Et voilà. Et donc, arrivé au moment où il y avait où il y avait 100 000 STETH, on ne pouvait plus en rajouter. Et ça, du coup, c'est un cap qui a été levé progressivement. En revanche, là où il n'y a jamais eu de cap, c'est sur les Ethers qui sont nativement restakés. Donc les validateurs qui sont déployés à travers un smart contract EigenLayer. Ok, ça marche. Toi, tu vois quoi d'ailleurs comme risque? Bah, pas plus que ceux que je t'ai mentionné tout à l'heure, ce risque de smart contract, les risques sur la DeFi, euh, voilà, ces choses-là. Est-ce que tu vois un risque aussi sur les récompenses, dans le sens où si les récompenses, enfin, entre guillemets, donc les récompenses, elles doivent être suffisamment avantageuses pour justement que un protocole soit sélectionné, parce que sinon il n'est pas avantageux et il ne pourra pas être sécurisé. Mais si les choses, entre guillemets, dépassent le protocole, et je ne sais pas si en plus il y a une explosion du cours du token, du protocole en question, est-ce que ça ne peut pas créer un vrai problème à ce niveau-là? Ouais, c'est un bon point. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. En fait, c'est ce qui se passe quand un protocole paye les risk-takers sur EigenLayer, pas en Ethereum, mais dans un token qu'ils émettent eux-mêmes. Mhm. Donc, par exemple, imaginons que ce soit le futur token de gouvernance de ce protocole-là, et que ce protocole dise, bon, bah, 10% on va dire, ou même 100% de l'inflation pendant les 5 premières années va aller au excuse-moi, au risk-taker sur EigenLayer. Et donc, Mhm. du coup, en fait, on va dire que les, inci- les incentives liés à cette sécurité économique, ils vont être intimement liés, en fait, à la valeur du token qui est payé aux opérateurs sur EigenLayer, et donc qui est payé au risk-taker. Donc, en gros, si tu me payes dans ton shitcoin en bull market, je vais être très content parce que ça a pumpé. Si tu continues à me payer dans ton shitcoin en bear market, bah, du coup, je vais peut-être plus faire tourner ton protocole, ton AVS. Ouais. Et donc, parce que moi, en tant que protocole, ça Shitcoin, je coûtera trop parle cher. vulgairement, bien sûr. Oui, oui, C'est voilà. pas forcément, ça veut pas dire que ce sont des shitcoins. Tout ce qui n'est pas Ethereum et Bitcoin, quoi. Non, je rigole. C'est une blague, hein. Non, je rigole. Mais entre guillemets, ça veut dire que effectivement, ton réseau peut être sécurisé pendant une certaine durée, que du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves sans sécurité et que tu as payé beaucoup. Mais en fait, tu n'as plus d'argent et en fait, tu t'es fait un peu. Tu as perdu pas mal de liquidité tout simplement. Ouais, ça pose un vrai problème sur est-ce que c'est pour un protocole donné pérenne sur le long terme où ta sécurité peut justement exploser ta structure de coût ou ça peut représenter une somme astronomique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la chose sur le long terme, ces protocoles-là, le plus important pour eux, c'est de générer en fait des revenus euh, soutenables pour payer les opérateurs qui maintiennent la sécurité de ces protocoles-là. Ok, intéressant. Après, il y a une autre question que je me posais, peut-être qu'on va pas aborder, c'est vrai que la question que je me posais, c'est est-ce que ça s'ouvre pas aussi la porte à des boucles peut-être infinies. Je pense par exemple, alors, un exemple dans la DeFi, hein. Par exemple dans la DeFi, admettons que j'ai un Ether, je vais pouvoir par exemple le déposer, par exemple pour avoir, je sais pas, pour emprunter, on va dire 3000 $, 3000 USDC. Ces USDC, je vais les acheter, enfin les échanger contre de l'Ether. Cet Ether en question, je vais le mettre en collatéral pour avoir des USDC, que je vais réchanger contre Ether, je vais remettre en collatéral, je vais faire une boucle, on va dire jusqu'à 7 boucles par exemple. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je ne sais pas trop comment expliquer, mais qui a un peu le même problème sur EigenLayer où finalement tu peux faire du liquid risk taking d'un peu tout, et donc avec, je sais pas, ton STETH, tu vas pouvoir risk taker, tu vas pouvoir justement sécuriser, je sais pas, par exemple la blockchain Arbitrum, avec laquelle tu vas pouvoir avoir un ST
ARB par exemple, avec lequel tu vas pouvoir restaker encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment cumuler en fait les sécurités. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors, enfin, de toute façon, genre, on va dire que les espèces de boucles infinies, enfin, ça peut facilement être la boucle. Déjà, le premier vecteur de restaking ou de re-restaking, ça peut être tout simplement le fait de faire tourner le plus d'AVS possible. Donc, du coup, que la sécurité économique, elle sécurise le plus de choses possibles. En revanche, tu ne pourras pas non plus restaker via Eigenlayer. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, genre, sécuriser un AVS et donc, du coup, imaginons que tu as un protocole de liquid restaking qui représente, comme on l'a dit, du coup, une position stakée sur Ethereum et une position stakée une position, du coup, restakée sur des AVS. Tu pourras pas après restaker ce token-là via Eigenlayer, parce que Eigenlayer n'autorise pas dans son protocole, en fait, le dépôt de ces tokens de liquid restaking. Mais peut-être que ce sera le cas avec un autre concurrent à gagner. Alors, oui, mais enfin, au final, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose qui n'amène pas beaucoup de confiance. Donc, imaginons que Ouais, bien moi, sûr. je veuille développer un protocole, je vais voir Eigenlayer et après, je vais voir le concurrent qui permet de faire du restaking et des boucles infinies. Je pense que je vais plus avoir envie de développer sur Eigenlayer parce que ça a l'air quand même, ça a quand même l'air d'être beaucoup plus safe. Si je vais dans le protocole qui permet des boucles infinies, je pense que je fais pas le meilleur choix pour mon protocole. Ouais. Une dernière question. Par exemple, quand tu as un ABS, on va dire qu'il a 10 $, ces 10 $, il peut, enfin, je veux dire, il doit les dispatcher. L'opérateur doit les dispatcher entre différents ABS où il peut dire, voilà, il y a 10 $ sur celui-là, mais aussi 10 $ sur celui-là. 10 $, tu peux pas, enfin, tu dois diviser, tu vas cumuler les positions, on va dire. Excuse-moi, tu peux Ouais, bien la sûr. question. En gros, ce que je veux dire, c'est que donc, on va dire que tu as l'équivalent de 1 Ether en tant qu'opérateur pour sécuriser différents ABS. On est d'accord que quand tu vas dispatcher ta sécurité entre les différents ABS que tu vas sécuriser, tu peux pas, je veux dire, cumuler les positions avec ce même Ether. C'est-à-dire, tu peux pas dire, bah, ce même Ether, il va à la fois être pour celui-ci, pour la l'ABS1, l'ABS2. C'est-à-dire, par exemple, ça va être 0.5 pour la l'ABS1 et 0.5 pour la l'ABS2. Je, je, je pense qu'il y a des. Oui, en effet, j'avoue que c'est vrai que je pense que tu fais écho un peu au thème de l'attributable security. Pas particulièrement, mais peut-être D'accord. que Ouais. mais c'est une question que je me pose. Parce que je sais que aussi que je pense que je sais aussi que c'est une option dans Eigenlayer, donc c'est aussi quelque chose. Enfin, ouais, c'est quelque chose. Franchement, la réponse c'est je ne sais pas encore. D'accord. Pour être honnête Ouais, avec mais toi. voilà, en gros, c'est bon, c'est encore quelque chose d'expérimental à gagner. Mais voilà, hyper intéressant d'avoir pu en discuter avec toi, Edgar. Très intéressant, sujet assez complexe, hein. Merci d'avoir éclairé ce sujet avec tes lumières. C'était vraiment intéressant. Et je te remercie. Merci beaucoup, Yari.